Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La révision du code pénal burkinabé est vivement contestée une semaine après son adoption. Les mouvements de défense des droits de l'homme et les associations de presse sont vent debout contre cette loi qu'ils jugent liberticide. La Tunisie ambitionne d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement en 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur le développement de l'industrie pharmaceutique locale pour atteindre cet objectif. Et une opération de reboisement de la corniche de Dakar a été lancée par des particuliers au Sénégal. Objectif, planter pendant un an des centaines d'arbres dans cette zone qui donne sur l'océan Atlantique afin de lutter contre l'érosion côtière. Mais tout d'abord, l'Union africaine et l'Éthiopie, médiateurs dans la crise soudanaise, ont présenté ce jeudi une nouvelle initiative aux contestataires soudanais, alors que dans le même temps, le bras de fer avec le Conseil militaire de transition se poursuit. Le nouveau plan présenté prévoit, comme auparavant, une instance de transition constituée de 8 civils et de 7 militaires. Sur les 8 civils, 7 seraient issus de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Cette instance serait également présidée par un militaire pendant 18 mois, avant qu'un civil ne prenne la relève jusqu'à la fin de la transition qui doit durer au total 3 ans. Reste à savoir si ce plan sera accepté par les deux parties, à savoir le Conseil militaire de transition actuellement au pouvoir et le mouvement de contestation. De leur côté, les chefs de la contestation ont appelé à une mobilisation de masse le 30 juin. Le nouveau code pénal adopté le 21 mai au Burkina Faso continue d'être contesté. De nouvelles dispositions prévoient un durcissement des sanctions en cas de diffusion d'informations sur les opérations militaires, ce qui n'est pas apprécié par les associations de presse et par les mouvements de défense des droits de l'homme qui jugent cette loi liberticide. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Une semaine après son adoption, le nouveau code pénal burkinabé est de plus en plus critiqué par les organisations professionnelles des médias. Mercredi 26 juin 2019, c'est la Fédération internationale des journalistes qui, à son tour, a sanctionné le dit code, lequel prévoit désormais jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour la diffusion d'informations relatives aux opérations militaires. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de légiférer et que les forces de défense en soit arrivé effectivement à avoir besoin qu'on les protège avec une telle loi. J'ai comme l'impression qu'on infantilise nos forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué, l'organisation a appelé à l'abandon de la réforme qui, selon elle, constitue une violation caractérisée de la liberté de presse. Ce gouvernement, vraisemblablement, n'est pas un gouvernement qui soutient la liberté de la presse, ce n'est pas un gouvernement qui promet la liberté de la presse, c'est bien un gouvernement plutôt qui a trouvé une réponse à sa fébrilité, à son incapacité effectivement à faire respecter la loi. La FIJ appréhende difficilement la question de l'autorisation préalable délivrée par l'État avant toute diffusion d'images ou de sons de scène d'infractions de nature terroriste. Elle dit craindre une restriction considérable du travail des journalistes dans le pays. Également dans l'actualité, au Mali, l'Assemblée nationale a décidé de prolonger le mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020. Il s'agit d'une nouvelle prolongation de mandat puisque les élections législatives prévues fin 2018 avaient été repoussées, ce qui avait conduit la Cour constitutionnelle à accepter un report de 6 mois pour ces élections. Mais jusqu'à ce jour, la situation sécuritaire n'est toujours pas stable dans le pays. Donc l'organisation des élections ne peut pas se faire, ce qui agace certains partis politiques qui ont obtenu de bons résultats à la dernière élection présidentielle de 2018 et qui ne peuvent pas être représentés tels que souhaités. La justice algérienne a procédé à de nombreuses arrestations de hautes personnalités dans le cadre de la lutte contre la corruption depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019. Se pose maintenant la question de la récupération de l'argent illégalement transféré à l'étranger, qui était évalué à 11 milliards de dollars en 2015. Aminata Bari. La justice algérienne mène depuis quelques semaines une grande opération afin de lutter contre la corruption. Nommée Main Propre, il s'agit de l'une des plus importantes opérations de ce type dans l'histoire contemporaine du pays. Elle touche notamment des hommes d'affaires, des hauts responsables de l'État et des cadres sans distinction de secteur.
C'est une opération inédite, un peu nouvelle dans l'histoire de l'Algérie et qui pourrait donc créer ce qu'on peut appeler un précédent judiciaire en Algérie. Puisque l'Algérie a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et a adopté même une loi interne en 2006 qui permet de geler les fonds, de les récupérer, également de les retransférer d'une nouvelle fois. Une opération qui sonne comme une révolution pour la société civile algérienne, mais qui soulève également un problème, celui de la récupération de l'argent détourné. Les juristes rappellent qu'il existe bien un dispositif consacré dans la Convention des Nations Unies qui met en œuvre le droit à la restitution. D'autres avocats, notamment au Canada, aux États-Unis, des avocats d'origine algérienne ou qui sont soutenus par leurs confrères, essaient d'entamer des procédures pour justement récupérer l'argent. Parce qu'énormément d'argent a été détourné. Des experts parlent de plus de 10 milliards de dollars qui ont été transférés d'une manière illégale à travers des transactions frauduleuses, à travers des surfacturations dans des opérations d'importation. La justice algérienne veut désormais aller vite. Plus les enquêtes et les procédures tardent, plus les fonds spoliés auront le temps d'être blanchis. La Tunisie prévoit d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement en 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur l'industrie pharmaceutique locale pour réduire le coût des médicaments et leur importation afin de préserver les réserves en devises. Amina Tabari. La Tunisie veut accroître son autosuffisance en médicaments. Selon Sonia Bencheikh, ministre de la Santé par intérim, le pays atteindra 70% de ses besoins en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités stratégiques des fabricants de médicaments tunisiens de manière à réduire le coût de l'importation pour préserver les réserves en devises. Normalement, dans une Tunisie qui planifiait dans le temps toutes ses actions économiques, politiques, sociales surtout, nous préparions tous les éléments pour que tout ceci soit possible. Le pays a développé une industrie pharmaceutique dynamique qui couvre une importante partie des besoins des malades. Entre 2013 et 2017, les ventes des médicaments produits localement ont connu une croissance moyenne de 7,5%. Étant donné le lancement de projets de fabrication et de production de médicaments de qualité en Tunisie par des entreprises qui sont soit tuniso-tunisiennes, soit des joint ventures avec des entreprises internationales et qui obéissent aux critères de sécurité et de défense de l'intérêt des citoyens du point de vue de leur santé. Si la production locale des médicaments pharmaceutiques ne couvre que 44% des besoins du marché national, la Tunisie reste néanmoins présente sur le marché africain du médicament et ses exportations sont destinées au marché maghrébin à 70%, 15% à l'Europe et 15% aux pays africains et le monde arabe. Au Sénégal, des particuliers ont décidé de lancer une opération de plantation d'arbres. Objectif, reboiser le bord de la corniche de Dakar qui donne sur l'océan Atlantique pour lutter contre l'érosion côtière. Reportage de notre correspondant Elan Djaï. Reboiser l'ensemble de la corniche de Dakar sur 7 km, tel est l'objectif de l'association Écolibri. En effet, les déchets sont souvent déversés sur le long de la plage, un enjeu de santé publique qui se pose et menace la santé des riverains. Ces arbres aussi vont permettre de lutter contre l'érosion côtière. Nous avons décidé de se lancer le défi fou de pouvoir reboiser l'ensemble de cette corniche avec plus de 500 arbres locaux qui seront adaptés aux conditions climatiques de cette corniche, l'embrun marin, le vent, la sécheresse et plus de 7000 agaves sur le bord des falaises pour deux choses, réduire l'ensablement de notre ville et aussi permettre d'avoir une certaine barrière verte mais un petit peu agressive pour empêcher les gens de déverser leurs déchets sur nos falaises. Le volet social n'est pas un reste dans ce projet de reboisement puisque la main-d'œuvre est constituée des jeunes en réinsertion. Tout citoyen aujourd'hui doit penser à ces actes de citoyenneté puisque c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le pays, c'est comme ça qu'on peut faire aussi apprendre à ces enfants qui seront là, qui sont l'avenir de demain, de penser tout de suite que l'acte citoyenneté ne se limite pas qu'à nous aujourd'hui, c'est à eux de pouvoir prendre ce relais demain. Et déjà les initier à cet acte citoyenneté, ça ne peut être bénéfique pour eux et pour ce pays. Ce projet de reboisement sur la corniche de Dakar se fera sur une durée d'1 an et il compte s'élargir sur des quartiers comme la Médina et d'autres endroits de Dakar, ceci pour atteindre leur objectif Dakar vert.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.